Johnny a nuit des mots, des sonorités, des rythmes et une gestuelle appropriée sur nos fringales de vie syncopées et buissonnières. Son visage d'archange blond, sa dégaine de mauvais sujets qui offusquait nos mères, ses hurlements de chat écorché vif, puis sa voix tendrement veloutée quand il chantait bien trop timide. Johnny réalisait la synthèse approximative de Marlon Brando, en moins brutal, et de James Dean, sans le tragique. En ce temps-là, la France dilatait la Nationale 7, divalait la Nationale 7 pour aller twister le rock à Saint-Tropez, avec un mélange d'allégresse juvénile et de rébellion, sans ennemi déterminé. Johnny, c'était la star, avec une majuscule enluminée, la seule en vérité, parce que son charisme mettait les nerfs de ses fans en état de surchauffe. C'était physique, il offrait son corps au public en des paroxysmes sacrificiels. On frôlait les danses de vaudou quand il s'emparait des micros. À l'instar de Gaulle, captif de son rôle sur le théâtre de l'histoire, Johnny Hallyday avait en quelque sorte renié Jean-Philippe Smet. Il s'identifiait intégralement à son personnage public. Il y a eu le Johnny de nos initiations en tout genre, le Johnny dédaigné déchaîné des fameux concerts de la nation, coupable de se bagarrer pour prouver qu'il était un homme, un vrai, machisme d'époque, pas méchant et qui rendait vite les armes, car au fond ce faux voyou était un vrai tendre. Il a traversé les générations en météore, zébrant ses ciels variables de chansons, comme Rimbaud semait les cailloux sur les routes de ses songes. Jean-Claude Camus, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Chevalet nous accompagne ce soir. Oui, et je suis ravi d'être à tes côtés. Qui a été produit par Jean-Claude Camus. Mais oui, j'ai eu le bonheur, le plaisir avec mon alter ego Las Palais d'avoir travaillé sous la houlette de Jean-Claude quand Jean-Claude a produit le Dîner de cons qu'on avait repris après Arthur. Était-il un producteur méchant? Pas du tout, c'était un excellent producteur. C'est un excellent producteur Voilà. Qui est généreux et qui est efficace et qui connaît son métier. Et avez-vous des reproches à faire à Philippe Chevalier? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous agaçaient quand vous le produisiez? Après, on va rentrer dans notre vie. Mais... Philippe, c'est un agacement total. Non, Philippe, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de bonheur pendant tout oui, la durée de cette pièce. Oui, c'était formidable. On a fait des tournées extraordinaires. On a joué quand même 1 an pratiquement au Théâtre des Variétés. Ouais. Et c'est vrai que ce rôle de Pierre Brochand, donc c'est un peu le clown blanc dans la pièce de Dîner de cons écrite par Francis Weber. C'est un rôle qui peut paraître un peu ingrat, parce que le clown, enfin le vrai clown, l'Auguste, c'est Pignon, en l'occurrence Las Palais. Mais c'est une pièce qui est tellement bien écrite, et c'est Jean-Claude qui a eu l'idée de venir nous chercher pour remplacer Arthur et Danny Boone, qui avait arrêté suite au succès du film. Et c'était une excellente idée, on a travaillé ensemble. Après, on a fait une autre pièce qui s'appelait Les Menteurs, pièce anglaise qui a eu un peu moins de succès, mais... Ah oui, c'était beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué. Mentir la critique. Mais on a fait mentir la critique et on a fait une très grande tournée après, c'était très sympa. Alors, on va parler de notre vie. Une enfance triste au Bernay, où vous étiez un peu en berne. Il fallait la chercher, celle-là. Oui, c'était... Oh, vous allez voir, c'est un festival. Hein. Festival de jeux de mots. Non, ça se passait comment au Bernay? On imagine une petite ville de province. J'imagine un truc à la Simon un peu. Ah bah Bernay, je suis désolé, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs, sauf d'avoir été dans un berceau pendant 5 ou 6 jours, parce qu'en fait, c'est Beaumont-le-Roger où j'ai vécu. Bernay, c'était une clinique, enfin l'hôpital où ma mère avait été accouchée. Mais Bernay, en fait, si après j'y suis retourné pour mes études, ça c'était moins drôle par contre. Et alors après, il y a eu Beaumont-le-Roger. Que vous quittez très jeune, et ça c'était assez beau parce que des années après, le maire va vous remettre les clés de la ville et va baptiser l'école de musique de votre nom. Et comme une sorte de reconnaissance. Ça ressemblait à quoi le Beaumont-le-Roger? Une ville de province Une petite ville de province qui fait... à l'époque, elle faisait 2000 habitants, maintenant ça fait 3000. Et
20 ans après, j'ai toujours mon école de musique là-bas où je vais. Toujours? Ah bah oui, où je vais Qu'est-ce tous que- les Et les ans. clés de la ville? Et les clés de la ville, Ça se bien revaut sûr. cher, les clés d'une ville? Non, je vais tous les ans remettre les prix de fin d'année à l'école de musique de Beaumont-le-Roger. Ouais. Alors à l'époque, vous, dans votre jeunesse, vous dites, dans votre autobiographie, je vis au jour le jour. Et vous aimiez le théâtre, mais vous saviez pas trop quoi faire. On a presque l'impression que vous étiez une sorte un peu de beatnik qui vit un peu au jour le jour. Ça, c'est Dave qui m'avait dit qu'il était un beatnik, ce qui est étonnant. Mais ce qui est paradoxal. Mais une vie au jour le jour, comme une chevauchée impromptue sur les horizons, sur des horizons qui se dévoilent à mesure. C'est vrai que j'ai jamais, de toute ma vie, j'ai jamais été programmé. J'ai toujours, d'ailleurs, ce qui explique avec tout ce que j'ai pu faire, j'ai vraiment été à l'aise que lorsque j'ai vendu ma société et ensuite mes théâtres, parce que j'organisais et je comptais après, c'est un petit peu, pour un producteur, c'est un peu compliqué. Votre heure de gloire, c'est un spectacle à Beaumont. Alors là, vous faites venir un quart de militaires pour constituer des spectateurs. Et parce que comme vous avez la salle, vous n'arrivez pas à la remplir, alors vous faites venir des militaires comme ça, avec des militaires, on est sûr que la salle sera pleine. En plus, ils applaudissent très fort, ils rient très fort. On imagine un peu comment ça se passe, quoi. Oh, vous détournez un peu le problème, quoi. Mais ça, c'était quand? C'était vraiment à tes débuts, alors? Ah quand... non, mais c'était tout à fait pendant mon service militaire. Ouais, Ah oui, c'était les d'accord, débuts, oui. alors, Pendant Ouais. mon service On est militaire, chronologique, j'ai organisé hein, un monsieur. petit spectacle et il y avait en effet un quart de militaires qui était venu. Il y avait un immense drapeau bleu-blanc-rouge dans le jardin de mes parents. Enfin, j'avais 19 ans. Voilà. Il y avait Annie Fratellini. Annie Fratellini, Guy Marly, enfin c'est des gens que vous n'avez pas connus, mais Ah, j'aime beaucoup Annie Fratellini. Annie Fratellini, si, Quel je vois très bien souvenir qui vous c'est. gardez d'Annie Fratellini vous savez, on parle de choses, là, vous êtes en Ouais. train de me parler d'il y a 60 ans. Hein. Ouais. Donc les souvenirs de ce côté-là, j'en ai pas beaucoup. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'était mon premier spectacle, en effet, dans un petit pays. Mais c'est surtout des balles que j'ai fait après. Ah oui, c'est ça, des balles. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu voulais, plutôt qu'être artiste, être producteur d'artistes, montreur d'ours. Ben, je ne sais pas, en fait, à chaque fois que je fais pas mal de conférences à droite à gauche, et à chaque fois, on me demande comment avez-vous eu l'idée de devenir producteur? Et je réponds toujours en citant Sarkozy, je me suis jamais réveillé un matin en me rasant et en me disant je vais être producteur. Je ne sais même pas comment c'est venu. Les choses se sont faites petit à petit. J'avais, je crois, le sens de l'organisation. J'avais envie d'organiser. Et donc, ça a commencé pendant des années où j'ai fait des balles, beaucoup de balles. C'était la grande mode à l'époque. Oui, Et après, à minuit, une vedette qui venait dans le bal, ça a été aussi une autre époque. ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'au jour où, en mars 75, non, j'avais eu avant aussi la réussite sur un coup de bluff des chats sauvages, des Rivers. Qui ont Ah des- ça, il faut en parler. Alors, c'est le début de l'Olympia, ou alors je me trompe dans la Ah non, chronologie. non, pas du tout. Non. C'est pas l'affaire avec Cocatrix, c'est Non, c'est après ça. assez après. C'est Alors, après. Les Chats Sauvages avec Dick Rivers. Oui, alors les chats sauvages, en fait, c'était un café qui faisait le coin en face du théâtre de la Porte Saint-Martin. Je n'ai pas destiné à cet Oui, endroit. Qui faisait restaurant et cafecons l'après-midi et le soir. Et j'avais placé donc un orchestre à moi, Tony Ripoll. Ah, le fameux Tony Ripoll. Tony Ripoll, qui est mort assassiné dans sa boîte, le malheureux. Oui, c'est ça. J'aime bien le fameux. Alors, Bah si, parce les que auditeurs de 18 ans vont dire ah oui, Tony Ripoll. moi, je parlais souvent en rigolant de Tony Ripoll et son orchestre, sans savoir qu'il avait un destin tragique, parce que, aux grosses têtes, je disais souvent ça, parce que il y avait, quand je prenais le métro, en arrivant à Paris il y a 45 ans, je voyais Tony Ripoll et son orchestre, qui était l'orchestre de la RATP. Voilà, exactement. Et c'est donc moi qui m'en occupais. D'accord. Et donc, je passe vers 19h et tout, et Tony me dit Jean-Claude, il y a un groupe qui est passé cet après-midi, tu devrais les écouter, je les ai trouvés pas mal. Mais à cette époque-là, je suis personne, hein, je fais que des balles. Voilà. Et donc, je vois le groupe, en effet, ça me plaît bien, et à la fin, je vais les voir bonjour, vous avez une maison de disques? Non. Vous avez un producteur? Non. Eh bien, écoutez, je m'appelle Jean-Claude Camus, je m'occupe de tout.
Et un mois après, c'était le succès qu'on connaît avec Dick Rivers et les Chats Sauvages. Alors, André Manoukian m'avait dit Dick Rivers, c'est Sénèque. Non, il m'avait dit c'est Sénèque parce que c'est quelqu'un qui s'en foutait de tout, qui avait une vision de l'existence très marrante. Par exemple, un jour, il avait invité André Manoukian chez lui. Il était en robe de chambre et il disait je ne peux pas chanter du rock and roll en robe de chambre. Et que c'était quelqu'un qui vivait un peu sa vie comme un jeu, comme une blague, qui prenait les choses comme elles viennent. Moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. Vous l'avez connu comment? Ah bah je l'ai pas connu comme ça, il avait envie d'arriver, il avait les dents qui rayaient le parquet à l'époque quand même. Ah ouais, alors c'était pas Sénèque. C'était tout à fait. peut-être Peut-être Lucilius. Cicéron ou Lucilius. Mais il s'appelait Dick Rivers quand... Hervé Fandéry. Ah oui, c'est ça. Donc le nom... C'est une Oui. Son nom de famille, c'est Hervé Fandéry. Oui, c'est ça. Son père, qui avait vraiment les moyens, avait plusieurs boucheries à Nice, etc. D'accord. Et tout, et Mais le nom de Dick Rivers, c'est lui qui l'a trouvé? c'est lui ou- qui l'a trouvé. C'est lui qui l'a trouvé. Oui, c'est lui qui l'a. Ouais, ouais. Quand il est arrivé avec les chats, Il a s'appelait pris déjà Dick Rivers, oui, c'est le ça. nom de Dick Rivers, oui, absolument. Alors, il y a une histoire à l'Olympia, vous dites du mal de Bruno Cocatrice, et il vous convoque, et, incroyable, il vous propose un bureau à l'Olympia pour que vous vous occupiez des tournées. Et là, c'est extraordinaire, c'est entre coq, ça marche, et c'est le début de tout. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça va marcher? Ben, ça n'a pas marché. J'ai eu le bureau, en effet. Un Et- bureau, mais rien d'autre. Et donc, je pourrais dire un KGB d'ailleurs. Et je monte à l'époque la tournée. Alors donc, Dick Rivers et Chats Sauvages, les Aiglons à l'époque avaient eu un grand succès, des Moustiques, enfin, etc. René Mel, enfin bref. Et donc, je pars en province en tournée, et quand il y avait 150 personnes dans la salle, j'étais content. Il en fallait au moins 400 ou 500 pour moi. Et donc, Cocatrix me disait, faut arrêter. Je dis non. Ah oui, il y avait pardon, j'oublie, j'avais Gilles Vincent quand même. Ah oui. Mais Gilles Vincent. mais j'étais en avance. À Paris, oui, Ouais. Gilles Vincent, mais en province, Province. les Beaucoup anglo-saxons parlé de n'étaient pas Jacques encore, Debout, n'étaient pas ouais. encore installés. Ouais. Et ça s'est terminé en drame à Nice, sans un rond, obligé de vendre la voiture pour donner de l'argent aux chats et aux artistes pour qu'ils s'en aillent, etc. Et tout. Et ben voilà, je suis reparti à zéro. Qu'est-ce qu'il est devenu, Gilles Vincent? Ah ben, il est mort, lui, Gilles Vincent. Ouais, mais il a fini, il était complètement oublié. Jean-Jacques Debout m'en parlait beaucoup, souvent en pleurant, parce que Debout pleure souvent. Ouais, c'était un décorché. C'est un lyrique. Avec lui, j'ai fait l'Alhambra. J'ai fait à l'époque, il n'existe plus l'Alhambra. J'ai fait l'Olympia. Je me rappelle au moment où comment dirais-je, il faisait l'Olympia, il venait de se séparer de sa femme, donc il était en pleurs, j'allais le chercher, etc. Et tout. Pour partir dans la tournée dans la voiture, il y avait un paquet de bouteilles de bière, machin, etc. Et tout. Enfin, c'était quelqu'un un écorché vif, on va dire. Alors, votre femme d'ailleurs détestait l'Olympia, et quand vous aviez rendez-vous par exemple de 21h à 23h, vous deviez inventer des excuses extraordinaires pour partir. Par exemple, vous deviez inventer que vous voyez Red Charles. Ouais. Alors que la réciproque n'était pas vraie. C'est... Et alors que Red Charles emmenait Nicoletta voir des putes à Harlem. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, c'est compliqué, ça c'est la vie de famille, on va passer à côté quand même. Oui. On va pas- Ah non, mais attention, il est très Ah, mais inquisiteur. c'est dans vos mémoires. Enfin, hein, si moi. c'est dans, Oui. c'est dans vos mémoires, dans tes C'est dans les mémoires. mémoires. voilà. Vous les avez lus alors, vous logez d'ailleurs à l'époque de nos grands amis, Hervé Villard et Nicoletta. Et ça, c'est incroyable parce que Nicoletta a commencé comme Dame Pipi quand même. Hervé Villard a été cambrioleur. Il avait cambriolé Chanifi. Et il paraît qu'il avait fait aussi un peu le tapin. Vous avez raconté ça ou pas? Non, pas au courant. Non, j'ai pas connu Hervé Villard, j'ai connu comme chanteur. Ah oui. Et en effet, pour essayer de manger, j'avais monté une petite agence immobilière et c'est comme ça qu'en effet, j'ai logé Hervé Villard et Nicoletta dans un petit studio qui était à côté du Palais Royal, ouais, en effet. Hervé Villard qui a une histoire incroyable, le fils de Daniel Cordier, c'est une histoire géniale. Alors, il y a la dispute avec Gérard Lenormand.
Alors, on pourrait croire qu'il va vous chanter Gentil petit dauphin triste ou Gentil petit dauphin, ou je sais pas, voici les clés. Eh ben non, vous lui dites, tu m'as planté il y a 20 ans, et maintenant que tu es devenu un ringard, un has-been, tu viens me voir, casse-toi. Et il a répondu, voici les clés. Il est surtout parti en courant. En fait, derrière les chats sauvages, et on va revenir encore au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est quand même curieux, il y avait R qui se jouait à l'époque, Oui. et Gérard Lenormand avait fait suite à Julien Clerc. Oui, il avait remplacé. Et il était sur une maison de disques qui s'appelait Festival, qui était plus ou moins RTL, je crois, et qui fermait. Il n'avait plus de maison de disques et plus rien. Je n'ai pas le souvenir comment je l'ai rencontré en fait, mais toujours est-il qu'on est devenus amis tout de suite. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi je suis très... Ah oui, ça, j'avais un groupe qui marchait très bien avec CBS à l'époque, qui est maintenant Sony. J'ai dit, écoute, je suis très très bien avec le président et avec son fils Jacques Souplet. J'ai dit, laisse-moi faire, je vais te faire rentrer chez CBS. Et en effet, je le fais rentrer chez CBS et je fais nommer Jean-Jacques Souplet, le fils du président, comme directeur artistique. Et le premier titre qui sort, une bombe. Génial. Une bombe. Il parle aux Voilà. oiseaux. Et pour me remercier, il a été signé chez Jacques Marouani pour ses spectacles. Donc, voyez-vous, ça fait Tiens. une blessure. Et donc, Il derrière paraît ça, qu'il est un peu con en plus. il est con, il est méchant, il est tout ce que vous voulez. Mais il est un peu simplé, quoi. Il est un peu Et bébête. donc, je ne revois pas pendant, je sais pas, plus de 20 ans, en effet. Et je vais chez un restaurant au Tongued, à l'époque, Thérèse, Oui. au Tongued. Rue Pontieux, enfin Et lui, il rue cherchait Mermoz. à manger pour emmener. Le restaurant était bondé. Et il me voit, mais comme si je l'avais quitté la veille. Jean-Claude, mais quel plaisir. Voilà. À l'époque, j'étais réputé d'ailleurs pour mes colères. Je suis parti en vrille, il court encore. Ah oui. Mais on m'avait dit... Il pensait que tu n'avais pas de mémoire. Ouais. Je devrais pas dire ça parce que si on reçoit, mais tous les gens qui l'ont connu m'ont dit il est un peu creux. Ah non, mais c'est pas gentil. Oui, mais c'est voilà. surtout il est un peu vide. Il a le cerveau qui... Il n'a pas inventé l'eau chaude, mais pas l'eau froide non plus, ni la Bon, tiède. t'es pas prêt de l'inviter demain à ton émission. Si, justement, je devrais l'appeler. Mais comme personne ne regarde nos émissions, on coupera. Alors, 79. Super Tramp Pavillon de Paris. Et là, c'est la rencontre de votre vie. Johnny veut venir les voir. Au début, on ne veut pas le laisser rentrer parce qu'on dit on ne le connaît pas, Johnny Hallyday. Et à la fin, il rentre. Et là, il va vous voir. Et vous dit je ne saurais pas l'imiter, mais il dit, tu sais que j'ai vu toute mon équipe. Tu t'accepteras de t'occuper de moi. Et là, c'est l'aventura qui commence. C'était le grand moment de ma vie, en effet. Et ça a été derrière un grand boulevard, on va dire, parce que derrière Johnny, tous les autres ont suivi. Il y a tout de suite eu Sardou, il y a eu Sylvie Vartan, il y a eu... Enfin, tout le monde est arrivé et d'un seul coup... mais ça, ma vie a basculé d'un jour à l'autre. Est-ce que c'était quelqu'un de compliqué au travail ? Il paraît qu'il était très généreux, mais qu'il avait une cour de gens qui l'entouraient, qui profitaient un peu de lui. Ah bah oui, ça c'est bien connu, oui. Ouais. Ah bah oui, un repas après spectacle avec 20 personnes, c'était un petit repas. C'est comme par hasard, quand arrivait l'addition, tout le monde avait envie de pisser, il n'y avait plus personne. Mais non, Johnny était flambeur, généreux, très très généreux en effet. Compliqué à travailler, exigeant, on va dire. On ne fait pas une carrière comme il a fait sans être exigeant. On a fait des choses qui n'auront plus jamais lieu d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus le budget, il n'y aura plus un Johnny Hallyday, ça n'existera plus. C'est les choses qu'on a pu faire au Stade de France, à la Tour Eiffel, etc. Extraordinaire, on va en parler. Ouais. Et tu penses que ça n'est plus possible aujourd'hui à cause de l'évolution? Il n'y a plus les maisons de disques qu'il y avait autrefois, mais il y a quand même toujours du public qui peut venir dans le spectacle live. Je ne parle pas du Covid, évidemment, qui a mis un désarroi là pendant 2 ans, mais ça ne peut pas reprendre demain, quelqu'un qui... J'en vois pas pour l'instant. Oui, en tout oui cas. c'est ça. Mais alors là, c'est lié au fait que tu ne vois pas d'artiste qui ait ce charisme. Ce charisme, parce que remplir 4 stades de France, c'est-à-dire 320 000 personnes, Oui. pour l'instant, il n'y en a pas encore un qui a pu le faire.
faire 900 000 ou 1 million de personnes devant la Tour Eiffel, Oui. avec 10 millions devant le poste, il y avait moins de chaînes à l'époque. Ouais, ouais. C'est des choses qu'on verra plus, quoi. Moi, la première, j'étais beaucoup admiré, Jean-Claude, avant de te connaître, quand tu es venu au Stade de France Ah, quand il a plu. parler et dire à ce public immense que le concert était reporté. Le 4 septembre, Et ça, Tu c'est t'en extra- souviens. c'est Ça, fallait avoir... Alors, fallait prendre la décision et fallait la dire, enfin la proclamer au public. Fallait... oui, mais alors justement... Et tu n'as reçu aucune banane, aucune... La décision, elle a duré, ça a duré 2 heures de Ouais. rendez-vous, etc. Et alors, on m'a dit que j'avais eu beaucoup de courage. Non, parce que j'étais dans une sorte de coma de stress depuis 2 heures de temps. Et au moment où le préfet nous dit maintenant vous pouvez annoncer que c'est annulé, que c'est annulé, qui fait l'annonce? Je dis Michel Drucker, puisqu'il était là. Où est Michel Drucker? Il n'est plus là. Il était allé dans la loge de Johnny et Johnny lui a dit viens, on se casse, Camus va se démerder. Voilà. et donc je me suis retrouvé avec un micro. Ouais. Et la seule chose pour moi dans la tête, je me souvienne, c'est arrivant sur scène, mon directeur de scène, Michel Marcegara, me tend un micro et me dit vous avez préparé quelque chose, Jean-Claude? Je dis non, je ne sais pas. J'ai eu la chance que les bons mots viennent. Ouais, tu as été inspiré. J'étais inspiré et ça s'est bien passé. Bon, il y a eu 200-300 dans un coin qui gueulaient, oui. mais les autres, ils pleuraient. Ouais, c'est C'était ça. autre chose. Mais alors, ce qui Non, mais s'est tu as passé- été très fort, là, j'ai Ce qui trouvé. s'est passé, c'est aussi parce qu'il y avait une deuxième représentation, et si vous la faisiez ce soir-là, tout le matériel est grillé, et donc la deuxième représentation. Ah oui, il y en avait était 2 morte. derrière, oui. Et le problème, on reporte, et là, il pleut à nouveau. Ouais. Et là, vous prenez le risque du siècle, c'est-à-dire vous dites, on s'en fout que tout pète, et même on s'en fout de se faire électrocuter, parce qu'il y avait un risque d'électrocution pour Johnny, Électrocution, non, mais que tout pète. Détérioration du matériel. Oui. détérioration du matériel. Donc, on avait, par exemple, comme on avait joué déjà 2 fois, l'orchestre symphonique, il avait été filmé, parce que Oui. les Stradivarius, vous Oui. l'appelez, Ça, c'est pas possible. Oui. et tout. Bon, on a fait. Mais c'était insensé ce soir-là. J'accompagne Johnny derrière la scène. Il faisait un en direct avec TF1 avant de rentrer sur scène. Et moi, je dis, je vais profiter de mon spectacle ce soir. Voilà. Et donc, je vais dans la tribune VIP. Et j'arrive. Mais alors, j'ai un effet. Il fait noir, il fait sombre, comme c'est pas possible. Je dis, mais... Et en fait, c'était un énorme orage. Oui, l'orage. Et Oui. il a joué sous des trompes d'eau. Là, il y a des vidéos sublimes où il chante Diego Librosonet trempé avec des trompes d'eau. absolument, C'est un côté bon. Il y a une question que vous pouvez ne pas répondre là. On parle beaucoup des addictions de Johnny. Est-ce qu'il avait vraiment une addiction à l'alcool, oui ou non? Est-ce qu'il avait des addictions à la cocaïne, ou ça c'est très mythifié? L'alcool, c'est bien connu que Johnny était assez souvent fatigué, on va dire. Voilà. Voilà, c'est bien connu, ça. Ouais. C'est pas un drame. Non, il a eu des périodes, de produits plus ou moins licites, mais c'était pas vraiment son truc. C'était pas vraiment son truc, non. Parce qu'il avait dit dans une interview, la coke, j'en prends pour remonter la machine. Oui, un truc non, comme mais ça ça me paraît un peu bizarre. dans son esprit à lui, ça c'était bien de dire. Que, Ah ouais, c'est pour voilà. mais oui. Mais non, ça n'a pas été un grand drogué, non. D'ailleurs, je pense que quand on fait une telle carrière et une telle énergie, on ne peut pas être un grand drogué, Voilà. tout simplement aussi. Alors à l'époque, vous rejoignez, dites-moi quelques mots sur chacun. Pagny, Florent Pagny, quand vous commencez à produire Johnny, vous... Il y a Florent Pagny, après, il y en a une liste. Hein. Chimène Oui. Badi, Lara Fabian, Pierre Bachelet et Lalanne. Alors ça c'est très drôle parce que Lalanne, moi j'ai voulu le recevoir, mais il n'a pas de téléphone portable, donc il est injoignable. Et 2, quand il vient faire une mission chez vous, il veut dormir chez vous. Il me dit je suis un poète, moi je dors chez les uns et les autres. Il veut dormir chez vous. Alors je lui dis j'ai peut-être un lit et tout. Alors on m'appelait, un téléphone m'appelle. C'est Francis Lalanne au téléphone, donc je raccroche.
Je rappelle 2 minutes après, j'entends une SDF qui me dit « Je suis une SDF, Francis Lalanne m'a volé mon téléphone. » Ah, il était original, Et ouais. en plus, il tape. Ouais, il a une triste fin de carrière, dirons-nous. Ouais. Ouais. Oui, alors qu'il avait cartonné au début des années 80, là, bien ouais, sûr. ouais. C'était quoi l'opération Las Vegas? L'opération Las Vegas, c'était. Je me suis transformé en plus grande agence de voyage de France. C'est-à-dire que j'ai organisé 5000, le départ de 5000 personnes, avions, Ouais. hôtels, etc. et tout. On a tout organisé avec des séjours plus ou moins longs suivant les grades et tout. Ça a été un grand souvenir. Pas pour le spectacle, parce que les gens d'abord étaient tellement habitués à voir un spectacle avec des grands décors, des machins et tout. Non, on allait faire un concert. Mais ils n'avaient jamais vu un concert de Johnny Hallyday sans rien. Et c'est ça. Bon, de deux, il était, lui, en décalage horaire. Les clients en décalage horaire, ce qui fait que le spectacle, ça a fait pchit. Ah oui. Ouais. Et pourtant, moi, je me rappelle, on avait eu on avait vu des gens qui étaient partis et qui étaient quand même très contents. Ah bah du voyage, Parce que c'est-à-dire ils qu'il étaient... y a des gens qui sont allés aux États-Unis, qui n'avaient jamais vu l'été, qui n'avaient trop jamais Et l'été. ils y sont d'ailleurs. allés pour Johnny. Ça, c'est quand même fabuleux de réussir à faire venir des gens, Ouais, 5000 personnes. 5000 personnes, 7000 km, enfin 10 000 km. Les avions avec chacun Ouais. sur le nom d'une chanson, enfin, Ouais. etc. Enfin, 98, Stade de France de Johnny. Et cette idée géniale de faire fondre la foule à Johnny pour rentrer sur scène. Et Jack Lang, langue de bois ou langue de pute, comme on l'appelait, langue de blois, on l'appelait, qui avait dit « Qui a eu la mauvaise idée de faire traverser la foule à Johnny ?» Et Johnny qui dit « C'est lui ce con, en parlant de vous. » Et ensuite, plus tard, je sais plus qui, il dit « Qui a eu la merveilleuse idée, la formidable idée de faire rentrer Sur M6, Johnny par oui. la foule ?» Et Johnny dit « C'est moi !» ça, c'est bien connu, pardon Philippe, Bah oui. mais en principe, les bonnes idées viennent toujours de l'artiste Ben oui. et se les approprient, même si elles ne sont pas buleuses. D'ailleurs, Zemmour vous a copié, parce que dans son dernier meeting, il a traversé la foule et il s'est luxé l'épaule. Il a fait la même entrée que Johnny, ça avait un peu moins de gueule quand même. Un peu moins de gueule. C'est un euphémisme. Sardou. C'est une autre popularité. Voilà, Sardou. Ouais, c'est surtout. Ouais, c'est pas une. Ouais, bref, no comment. Sardou, alors Sardou, vous dites, il était si pressé qu'on avait le sentiment qu'il courait après son ombre. Oui, Michel, si vous donnez rendez-vous à 14h en bas à l'hôtel pour partir à la ville suivante, vous descendiez à 14h, vous faisiez engueuler, vous étiez déjà en retard, c'est-à-dire qu'il était là depuis 1h30. Au restaurant, si vous disiez 13h, il valait mieux arriver à moins le quart, parce que sinon, il a toujours... Il serait devenu pote avec Chevalier, je il a vois. toujours- Ça aurait fait une moyenne. Ça a fait une moyenne. Il a toujours couru comme ça après le temps, de même que quand il commence une pièce au bout de 15 jours, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qu'il m'a fait faire, tu me fais chier, machin, etc. et tout, il est déjà dans le prochain spectacle. Ah, c'est drôle, oui. Toujours C'est un impatient. un impatient, ouais. Ah, Alors, c'est vous marrant, dites, ça. il oui. se regarde dans la glace et dit « Je suis un vieux con, dis-moi que je suis un vieux con ». Et dans toutes ces dernières interviews que j'ai vues à la télé, il dit que je déteste cette époque, on peut plus rien foutre, il y en a marre. On a l'impression qu'il fait une dépression profonde, on a envie de lui donner un Xanax. Ouais, il a un petit côté réactionnaire, mais qu'il a Oui, toujours mais, eu, qu'il a toujours eu. Plus dépressif que réactionnaire. Ouais. Bah, ce sont quand même deux grands artistes populaires. Ouais. C'est- Ça fait des grandes carrières. ouais. Alors à Roanne, il y a une bagarre entre vous et Johnny. Qui a gagné? Ah, ça, c'est un autre souvenir. Parce que des gens comme Johnny, je n'ai jamais fait la fête avec lui et je n'ai jamais voulu qu'il me manque de respect. C'était quelque chose de... Là. Et on arrive après un spectacle à Rouen, chez Trois Gros. Et lui, il est arrivé avant moi. Il était au bar. Sans doute déjà pas mal fatigué. Et moi, je vais à l'ascenseur, j'avais à l'époque un petit chien, et il me balance une saloperie du bar. Il dit, c'est à moi que tu parles? Je reviens. J'ai déporté mon chien dans la chambre, et là, je suis redescendu.
Ça a fini, on se tenait tous les deux comme ça, c'est tout. Et c'était... et tout. Bon, au bout d'un moment, je suis parti, comme bien entendu, et comme toujours, 20 minutes après, allô? Oh, t'as rien compris, je voulais blaguer. Allez, viens manger. Sinon, je mange pas. Viens manger. Bon, bah, à un moment, on peut pas non plus Il s'accrocher. pouvait être violent, Johnny. Ah non, c'était pas un bagarreur, mais il était agressif quand il était fatigué. Voilà. Et alors, vous dites, c'était aussi un gamin, par exemple, il voulait absolument retourner à Châteauroux, parce qu'il avait mangé un excellent plateau de fromage à Châteauroux, et là, il voulait absolument retourner à Châteauroux pour bouffer le plateau de fromage de Châteauroux. Il avait le Beaufort. Ça datait de 10 ans, Châteauroux. Oui, c'est ça. Pourquoi je vais plus jamais à Châteauroux? Oui. C'était à l'époque où j'achetais du Johnny Hallyday D'accord. et tout. J'avais fait ça sous chapiteau, et on avait mangé après. Je lui avais donné un grand plateau de fromage. Il avait ça dans la tête. Pourquoi on va plus à Châteauroux? Ça, c'était des idées de lit, ça. Et il voulait toujours arrêter de fumer, mais il fumait en cachette. Ah oui, à chaque fois, oui, bien sûr. C'était marrant parce que dans son spectacle, il y avait toujours une loge à côté de la scène, une loge de précaire pour son changement pendant le tour de chant. Et donc, il se changeait et on voyait les volutes de fumée qui montaient au-dessus de la loge. Alors, vous dites aussi, il avait le truc de vous appeler à 4h du matin. Il y a plusieurs stars qui appellent à 4h du matin. Moi, j'ai remarqué, il y a Palmade, Christophe de Chavannes, et... c'est Christophe de Chavannes ou Christophe Les deux. Christophe et Christophe de tous ces Chavannes. gens-là, mais c'est très drôle, c'est des gens qui vous appellent à 5h du matin, comme s'ils vous appelaient à midi. C'est-à-dire comme si c'était tout à fait normal. Il n'y a pas de barrière horaire. Oui. Voilà, ils vous appelaient à 4h du mat. Ouais. Oui, il avait aucun sens de l'heure. Parce que de toute façon, Johnny se couchait toujours très tard. Il pouvait, même s'il était chez lui, il passait des heures dans sa salle de cinéma à regarder des films et des choses et tout. Et puis d'un seul coup, ça lui prenait, vous appelez, il avait une idée, puis voilà. Tu dors? Je dis oui, tu dors tout le temps. Ou alors le contraire, si je voulais. Là, je dis non, je t'attendais ton appel. Alors il était content. Alors, vous parlez aussi des spectacles de Sardou qui étaient monumentaux, incroyables. Et quand même, il faut revenir sur Michel Sardou, c'est un géant absolu. Moi, j'ai l'impression que ce qui est extraordinaire chez Sardou, c'est que chacune de ses chansons est un roman, est une photographie, est un cliché, est un univers. C'est-à-dire chacune de ces chansons représente, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une scène, un tableau. C'est pas simplement une chanson, c'est construit comme un univers entier avec ses défauts, ses problèmes, tout ça. Et oui, beaucoup de lumière, 20 musiciens, 10 semi-remorques et 70 personnes sur la route. Bon, mais ça c'est rien. Avec Johnny, on a eu 62 semi-remorques sur la route. Dans la tournée oui, des en stades. fait, c'est ce que j'allais dire. Johnny, c'était encore plus grand, non? Plus magnificent. Oui, Johnny, c'était beaucoup plus lourd, oui. Et c'était comment de travailler avec Sardou? Bien. Moi, j'en garde de super souvenirs. C'est quelqu'un de très coléreux, mais de très affectif aussi. Voilà. Et c'est vrai que quand il déjantait. Bon, voilà. Mais on savait, c'était en 3 fois toujours. C'était réglé comme du papier à musique. Par exemple, quand il était au théâtre, ou même il suffisait qu'une porte au fond de la salle laisse passer un ray de lumière. Ah, ça lui plaisait pas. Ah, il sortait, mais hystérique de scène. C'est marrant, ouais. Et tout. Alors là, ça hurlait dans la loge. Il partait de la voiture, vous aviez un appel, il hurlait toujours. Et il arrivait chez lui, vous vous rappelez une 3e fois. Le lendemain, il arrivait tout gentil. Alors, on va faire une petite interview. Alors, j'ai pris plein de gens que vous avez croisés dans votre vie. Et là, vous me dites une phrase ou un mot ou un truc une anecdote ou une émotion qui vous revient. Les Stones. Ah bah les Stones, ça c'est un autre volet de ma carrière. Les Anglo-Saxons, j'ai fait les Stones, Michael Jackson, Voilà, on va en parler. et tout. Mais c'est des gens que j'ai pas connus. Oui. On n'a aucun rapport. J'étais associé avec Pascal Bernardin. C'est lui qui traitait avec eux, qui les faisait venir, etc. et tout. Mais Bob Marley. Bob Marley, je l'ai vu comme vous êtes là. Je l'ai vu sur le stade de Toulon en train de jouer au football avec un pétard, machin. T'as vu, Mais ces gens-là, je ne peux pas dire que je les ai connus. Montand.
À mon temps, j'ai très peu fait. Ça, c'est un spectacle que j'ai acheté, que j'avais fait. C'est un type qui était... Alors lui, il est très exigeant. Je me rappelle au Zénith, ça s'appelait pas comme ça, mais enfin à la salle de Rouen à l'époque. Non, c'était un chapiteau. Oui, c'était un chapiteau encore à l'époque. Et donc, il montait en haut des gradins. Oui. Et là, non, là, il faut mettre de la moquette. C'est ça, oui. Je connais cette anecdote-là. Bah, c'est peut-être dans. Oui. Il était capable de faire changer la moquette parce qu'il trouvait que c'était pas bien, etc. Oui, c'était pas bien. Il était très minutieux. Ma copine Mylène de Mongeau, qui a bien connu mon temps, m'a dit qu'il avait été atroce avec elle. Et Signor et lui avait été d'une méchanceté terrible avec elle, l'avait traumatisé, quoi, vraiment. Téléphone. Ah, téléphone, c'est un bon souvenir, ça. C'est une belle aventure. Une belle aventure avec téléphone. Barbara. Ah, Barbara, c'est autre chose. C'est la divine. Alors, Barbara, tu l'as produite aussi ? J'ai produit Barbara, comment dirais-je, à Pantin. Oui. Au Châtelet, quand elle... Non. C'est le spectacle de Pantin. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ah oui. C'est là que ça s'est créé. Et c'était à l'époque un énorme. C'était pas le Zénith, c'était encore un énorme chapiteau. Et je me rappelle, il y avait 40 mètres de profondeur. Et Jacques Rovérolis nous l'avait mise en scène, était seul avec son pianiste, bien sûr. C'était extraordinaire. Mais Barbara, pour moi, ça reste. Oui. Voilà. Il y a Barbara à la chanson, pour moi. Oui. Et il y a Michel Bouquet au théâtre. C'est drôle, Ségolène Royal a piqué pour ses mémoires le titre « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Oui, mais ça, c'est vrai que Ma plus belle histoire d'amour, c'est pas forcément... Lavilliers. Ouais. Bernard, c'était... Compliqué. Oui, enfin compliqué, gauchiste, un peu, on va dire. Parfois, c'est les plus à droite, les gauchistes. Mais intéressant. Bernard, ça marche toujours bien, d'ailleurs. Un peu mytho, pas Non, je peux pas dire ça, non, pas forcément, non. Enfin, à une époque, quand même, il parlait de pays qu'il n'avait jamais visité, quand même. Ça, c'est très fort. À l'époque. Il est sur les traces de Blaise Cendrars, qui a fait la prose du Transsibérien, sans jamais monter dans un train de sa vie. Ouais. Fugain. Fugain, c'est un... Alors là, on me balance, tant pis. C'est un faux gentil. Ah, pourquoi ? Ouais, il a l'air sympa. C'est un faux gentil. Pourquoi ? Il se dit communiste quand même. Le chiffon rouge, c'est lui. Et j'ai pas de bons souvenirs. Le dernier spectacle que j'ai fait avec lui, c'était aux Folies Bergères. Et c'était l'époque où il s'est séparé de Stéphanie, qui est une femme admirable, etc. Ils avaient perdu déjà Laurette, bien sûr. Mais c'est un faux gentil. Ah, c'est terrible. Et Paul Naref. Vous aviez un truc. Non, mais vas-y, continue. Paul Naref. Paul Naref, qui est alors revenu des USA pour composer la musique de La Vengeance du Serpent à Plumes. C'est un film de Gérard Houry, ça, non ? Non, c'est Claude Zidi. De Zidi, Ouais. Zidi. Ouais. Et qui vous dit, viens chez moi. Ça s'est passé comment avec Paul Naref ? Parce que lui, c'est un... Il a habité... Ah bon, c'est Houry qui a fait La Vengeance du... Ah bon, excusez-moi. Parfois, je balance des trucs, puis s'il y a une contradiction, il y a une contradiction. S'il n'y en a pas, je suis gagnant. Une fausse information et un démenti, ça fait 2 événements. Ouais, tu as raison, mon cher Simon. Alors, Paul Naref, il est resté 6 mois à la maison. Il m'a déglingué de tout ce qui était prise électrique, machin. Il m'avait fait des montages informatiques, de trucs. Bref, voilà. Donc pas un très bon souvenir, oui. De toute façon, c'est très curieux parce que c'est quelqu'un qui est complètement sec. Il n'a rien fait depuis 30 ans. Ouais. Il boit. Oui, mais... Et il discute 6 heures par jour avec Jean-Luc Léa, enfin moins depuis quelques mois. De toute façon, oui, c'est... Oui, c'était un génie, une forme de génie quand même dans les années 70. Il est resté 2 ans 70, en Belgique pour faire un album qui n'est jamais sorti à l'époque. Enfin, il avait refait une tentative, il avait refait un spectacle au Zénith de Limoges, je me rappelle, il y a
il y a 15 ans. Oui, alors voilà. cette tournée-là, elle a marché. Elle a marché, c'est ça. Elle a marché très fort, c'était son retour. Voilà. La deuxième a nettement moins marché. Et là, maintenant, j'entends dire qu'il va être à Palm Spring, il va faire un truc sur le Palace à Paris. Ah oui, en visio. En visio. C'est vrai qu'il y a du monde qui va voir direct. En vrai, peu de gens viennent le voir. Alors en visio, voilà. Mais En plus, alors ce qui est très beau, c'est son affiche. Je pense que c'est lui qui l'a fait sur print ou PowerPoint bourret. Vous avez genre les petits montages que fait quand on a 14 ans, quand on commence à utiliser Adobe ou je sais pas quoi, les logiciels pour créer pas vu l'affiche, Adobe les montages, Mhm. où on met genre Michel Polnareff avec un fond et on met une grosse couleur, on colorie. C'est monstrueux. Là, une question que je voulais poser à Jean-Claude, c'est ouais. comment est-ce qu'on passe de ce qu'on appelle le showbiz, c'est-à-dire la variété, la chanson, la musique, au théâtre? Est-ce que c'est une Par lutte accident. par accident? Là aussi, pas de prédestination, pas de choix. Ah bah oui, je me suis battu pendant 10 ans avec Michel Sardou qui voulait acheter un théâtre et puis on n'a pas le temps de le faire. Ouais. Jusqu'au jour où il est arrivé, il me dit ça y est, j'ai acheté un théâtre, j'ai signé une promesse, le théâtre de la Porte Saint-Martin, etc. J'ai dit, t'as pas fait ça. Ah bah si tu veux pas le faire avec moi, tant pis. Alors comme on faisait tout ensemble, je suis parti. Oui, et alors c'est donc ça, c'est pas c'est mal. lui qui a fait la programmation. Bon, il avait des problèmes avec Tréma en plus, il quittait Tréma. Enfin bref, au bout d'un an et demi, il a vu son joujou, il n'en voulait plus. Sauf que moi, je m'étais attaché au théâtre. J'étais resté, c'est moi qui étais au théâtre, qui dirigeait les choses, bien sûr, par la programmation. Et au bout d'un an et demi, il m'a dit faut vendre, machin, etc. Et tout. Et là, je suis allé voir mon banquier, toc, 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 et j'ai racheté les parts de Sardou parce que j'étais tombé amoureux de mon théâtre. Et C'est un des plus beaux théâtres de Paris. je l'ai remis totalement à neuf. Il y a 11 millions et demi de travaux dans le théâtre. Et maintenant, on va parler d'un homme enfant aux yeux trop grands, Nicolas. Alors, Nicolas Sarkozy adorait Sardou, adorait Johnny. Et cet attachement vous a rapproché. Vous avez été le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy. De son premier... Non, j'ai pas été le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy. ah ouais? Ah bah non. Ah C'est mais- pas dans le livre, ça. Vous êtes sûr? Ah bah j'en suis certain, quand même. Bon, alors... Non, j'ai été témoin de mariage de Johnny et de Sardou, marié Ah, mais par j'ai dû Nicolas faire une Sarkozy. Ah, c'est ça. Mais Ah, voilà. C'est ça, c'est là que tu t'es mélangé les pinceaux. Mais voilà, c'est ça le bon journaliste, il y a toujours une part de vérité et une part d'erreur. Voilà. Mais par contre, vous racontez des soirées où au dessert, Sarkozy chante des chansons dont... Sarko chante des chansons dont même Johnny ne se souvenait plus. quoi. absolument. Absolument. Il connaît tout le répertoire de Johnny. Ouais. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a l'ancien Premier ministre Fillon. Raffarin. Raffarin. Ah oui, mais Raffarin, il a fait de la musique. Lui, il a été rocker. Il a été rocker. Raffarin, le jour où on me l'a présenté, c'est Jean-Claude Camus et tout. Tout, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il est parti en chantant, en me disant bonjour la première fois. Enfin, c'était. Oui. Mais Barbeliviane, on va pas dire un mot, me disait Johnny, quand il est bourré en fin de soirée, il se met à chanter du Brassens. Et il dit Brassens, c'est comme de la grammaire, ça ne s'oublie jamais. Affirmé, validé. Non. Je n'ai pas entendu. Bon, ok. Mais j'ai pas passé mes nuits avec lui non plus. Bah oui, c'est Alors, ça. vous racontez des soirées au Rebellato où Sarkozy chante avec Barbelivien, qui est son pote de toujours et qu'on aime beaucoup ici. Et vous dites, on va finir sur ça, vous avez revu Sarkozy après sa défaite. Et vous dites, vous ne l'avez pas tout à fait trouvé pareil, vous ne l'avez pas reconnu. Oui, voilà. c'est vrai que, on se tutoie, que ce soit Chirac, Sarkozy ou Emmanuel, on se tutoie, on se connaît bien. J'ai surtout fréquenté, moi, Nicolas, du temps de Cécilia. C'était surtout ça. Et donc, quand il a été battu, il a pris ses bureaux rue de Miroménil, qui était à 100 mètres de mes bureaux, rue de la Borde à l'époque. Et donc, j'envoie un mot. J'ai Nicolas, maintenant que tu n'es plus président, on pourrait peut-être se voir, tu seras moins occupé. Et c'est vrai que j'étais appelé protocolairement par la secrétaire, 15 jours après, le président voudrait vous recevoir tel jour à telle heure.
Je suis arrivé tel jour, à telle heure. On a passé 20 minutes ensemble. Je ne l'ai pas reconnu. Ah, c'est curieux ça. C'est intéressant sur le plan psychologique. Vous J'ai pas analysez reconnu. ça comment? Je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnu. Théâtre, combien ça coûte un théâtre? Ça rapporte combien un théâtre? Ah, il parle beaucoup d'argent. Il parle beaucoup d'argent, oui. Barbelivien est pareil, il Ouais. parle que de fric. Voilà, c'est ça. J'ai été très, très surpris. Alors, je le rencontre encore bien après, au mariage de la célèbre Mimi Marchand, à la mairie de, Terrible. à la mairie de Neuilly. Et il Antoine, était invité au mariage, j'étais là. Et moi, à l'époque, j'avais été opéré de la hanche. Et j'étais avec des béquilles. Et bon, il était donc avec sa nouvelle femme. Et je vais le saluer. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Bonjour, ça va? Point. Ah, c'est marrant, pas ça. qu'est-ce que t'as, pas tout. Ah, c'est incroyable. Le soir, il va au Ouais. Parc des Princes. Ouais. Il tombe sur Isabelle et Yannick au Parc des Princes. Ta Et fille, à Isabelle, ah, mais qu'est-ce que j'aime votre père? J'ai vu votre père tout à l'heure. Qu'est-ce que je l'aime et tout. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est curieux, il y a un... Oui, Tu vois, il y a un décalage. secondaire, en Seconde. 2 temps. Ah, c'est marrant C'est ça, oui. très bizarre. Très Mais je bizarre. pense que quand on a été président de la République et qu'on a été battu, ça doit vous tournebouler. Ah bah, ça doit quand même tourner de boulet. Parce que le type qui se barre, bon, Hollande, il s'est pas représenté. Ouais. Bon, bah lui, bon. Mais Sarko, qui s'est battu pour une deuxième mandature, quoi, Et il y croit encore, je pense. bah, ça doit faire un... Là, je crois que non. Le pauvre. Ouais. Non, je crois pas. Au fond de lui-même? Non, il sait très bien qu'il peut plus. Il y a Thomas qui... Attendez, il y a trop d'affaires encore en cours. Ouais, C'est ouais. impossible. Ouais, c'est vrai que c'est un Ouais, sacré c'est- truc, c'est- oui. On a reçu son meilleur copain Guéant il y a 15 jours, il était le lendemain en prison. Alors, Jean-Claude Camus, 1000 merci d'être venu dans les Clochards Célestes. 1000 merci. Je voulais juste poser une dernière question à Jean-Claude. Ah bah, vous avez Quelle- le droit, quelle mais est la vous serez payé. Je serai payé plus tard. Quelle est la différence entre une bête de music hall et une bête de scène? Alors je sais que Michel Sardou est un peu les deux, il est les deux. Mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre Michel Bouquet et Johnny Hallyday? Je parle évidemment, je parle en tant que... C'est C'est- tellement différent. Voilà, ouais. Et c'est tellement différent. Ça fonctionne pas de la même Ça manière. fonctionne pas du tout, Ouais. du tout de la même manière. C'est chez Michel, il y avait une humilité. Oui, Quand la première fois que j'ai travaillé avec, même la deuxième d'ailleurs, je travaillais avec lui, à la première, j'étais en larmes. ouais. En larmes pour l'accueillir. Et ça, merci Michel. Ah non, Jean-Claude. C'est C'est moi qui dois vous remercie. remercier. Ouais. C'est vous qui avez mis tous ces moyens pour que je fasse Ouais, ce c'est ça, spectacle. ouais. Ça, c'était Michel Bouquet. Ah oui. Bon, non, ça n'a rien à voir. Un comédien n'a rien à voir avec un artiste show business. C'est vraiment totalement différent. Totalement différent. Mon cher Écoutez, Simon, je te rends la parole. Merci. Merci Mille Jean-Claude. merci à Jean-Claude Camus d'être venu. Mille merci à Philippe Labro d'avoir permis tout ça. Mille merci à tous ceux qui ont aidé à participer, à créer l'émission, à Maxime, à Thomas qui a réalisé. Et merci à El Famoso Rigolino, le parrain Felipe de la- Caballero, le parrain de qui la- pour une fois était à l'heure. Était à l'heure, à toute allure. Philippe Chevalier. Ça m'a fait plaisir en Salut tout cas. et fraternité. Bravo.